BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. On va parler de l'union des marchés des capitaux. Paraît-il, c'est ce qui permettrait à l'Europe de ne pas décrocher face aux États-Unis. Christian Noyer, bonsoir. Bonsoir, Edwige Chevrillon. Merci d'être avec nous. Vous avez été gouverneur de la Banque de France de 2003 à 2015. Vous avez été, numéro 2. Ce qui à l'époque était une petite start-up, vous le disiez à l'instant, c'est la Banque Centrale Européenne. Donc vous avez joué un rôle clé pour la création de l'euro. Vous êtes un peu l'homme des missions impossibles. À chaque fois, on vous confie un dossier. C'était au moment du Brexit. Le but, c'était de faire de Paris la place financière la plus forte. Bon, vous avez pas mal réussi au niveau européen. Et puis là, on vous demande, et vous avez présidé les groupes d'experts, vous avez remis un rapport il y a quelques jours, que vous avez présenté en début de semaine à Bruxelles, devant les 27 ministres des Finances, un rapport sur l'union des marchés des capitaux. Christian Noyer, d'abord, une petite question qui fera le lien du reste. On était, avec BFM Business, on était à Choose France. Il y avait le président Macron, qui, en répondant à une question d'un de nos confrères de Bloomberg, a dit c'est supposé que la Société Générale soit, Santander soit par exemple intéressé par racheter la Société Générale. Le président a dit pourquoi pas. Il faut bien qu'il y ait une consolidation des banques européennes. Vous dites quoi, vous, Christian Noyer ? Moi, je n'ai pas de... Je ne pense pas que la Société Générale soit dans une situation où elle ait besoin d'être rachetée. Je pense qu'elle se porte très bien. Mais je crois que le président de la République voulait dire, c'est il faut qu'il y ait des consolidations en Europe et il faut qu'on soit ouvert. Et nous-mêmes en France, on serait ouvert à une telle hypothèse. Il faut que les autres soient aussi ouverts. Le problème, c'est que on a mis en place en Europe des règles de pénalisation des grandes banques qui sont beaucoup plus lourdes que celles qui existent ailleurs. Parce qu'on a appliqué la réglementation de Bâle, la réglementation mondiale, puis on a rajouté des couches et des couches et des couches. Donc en fait, ça empêche pratiquement les grandes banques européennes, qu'elles soient espagnoles, italiennes, allemandes ou françaises, de grandir. Donc la consolidation, c'est devenu très difficile si on ne change pas notre logiciel et si on ne se met pas dans une logique plus mondiale. C'est très bien, on a fait des tas de réformes après la crise financière, on a considérablement augmenté les besoins de capital, mais on a probablement été un tout petit peu trop loin en Europe. Donc il faut revenir là-dessus. Il faut se reposer la question, si on veut consolider le marché européen, il faut bouger un petit peu les lignes, parce que ce qu'on a mis en place rend ça vraiment impossible. Oui, parce qu'avant c'était possible, mais depuis la crise financière 2008, ce que nous expliquait très bien Carole Morisseau, c'est difficile. Christian Noyer, il faut, du reste, dans votre rapport que vous avez rendu sur l'union des marchés des capitaux, vous dites il faut... peut-être changer les règles prudentielles. Alors, c'était pas forcément sur ce point-là, évidemment. Mais vous, ce que vous nous dites ce soir, il faut changer ces règles de manière un peu plus large. Quand il y a un cas, je ne dis pas du tout qu'il faut revenir sur les règles de Bâle III d'une façon générale ou les règles prudentielles d'une façon générale. Mais dans les points que nous avons examinés, il y a un domaine qui est très important qu'on appelle la titrisation, qui est en fait le fait de... Oui, d'accord, sur les titrisations, mais sur les banques, est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on revienne quand même sur Bâle III ? Je pense pas qu'il faille qu'on revienne sur Bâle III, mais il faut revenir sur les couches supplémentaires qu'on a imposées en Europe par rapport à Bâle III. Parce qu'il y a Bâle III, la règle mondiale, que d'ailleurs... Que les Américains n'ont pas appliqué. Les Américains n'appliquent que très partiellement. Mais par rapport à ces règles que l'Europe est la seule au monde à avoir appliquées intégralement et comme un très bon élève, pour les banques d'une certaine importance, on rajoute des couches et des couches et des couches. Donc forcément, à la fin, ça rend les choses impossibles. Mais donc là, vous nous dites, il faut enlever des couches. Il faut enlever les couches qui paraissent inutiles ou qui sont redondantes. Par exemple, il y a pour les très grandes banques mondiales, il y a des couches supplémentaires pour des institutions qu'on appelle les SIFIs, les très grandes institutions systémiques. Très bien, ça c'est appliqué assez bien dans l'ensemble du monde.
Et puis en Europe, on a rajouté des choses, on a créé une catégorie particulière qui doublonne et on met des couches supplémentaires par rapport à la règle mondiale de Bâle. Et ça, c'est ça que je dis, c'est pas normal. On devrait revenir à la règle de Bâle purement et simplement. Donc je ne demande pas des choses extraordinaires. Déjà, il y a pas mal de banquiers aussi qui le demandaient, mais on ne les croyait pas trop parce que c'était au lendemain ou au surlendemain de la crise financière. On va revenir en détail sur votre rapport. Et moi, j'ai encore quelques questions quand même un peu plus générales. Ce rapport, c'est quoi la chance de sa faisabilité? Parce qu'il y a un moment, il y a un côté un peu le rêve, il faut une grande union des marchés des capitaux. J'entends ça depuis que je suis journaliste, ça fait quand même quelques temps, et depuis, vous aussi, j'imagine. Comment on peut passer du rêve à la réalité? Il faut de la méthode. C'est quoi votre méthode, Christian Noyer? Alors, c'est le cœur de ce qui a été notre réflexion dans le groupe, et d'ailleurs, c'est ce que souhaitait Bruno Le Maire. Au fond, on a eu deux plans d'action depuis 10 ans, on a fait des tas de choses, on a d'ailleurs améliorer la sécurité du marché, la transparence du marché, mais on ne s'est pas vraiment occupé de son développement, de la croissance du marché, de sa capacité à financer l'économie. C'était pas le principal sujet. Et là, on s'est dit, au fond, on va pas reproposer un grand plan d'action avec plein de mesures qui seront difficiles à faire accepter. On va essayer de se concentrer sur 2-3 choses, 4, mais surtout sur 2 ou 3, qui vraiment ont une capacité de transformer la réalité. Donc c'est pour ça qu'on a sélectionné la question du produit d'épargne, la question de la titrisation, accessoirement les 2 principaux obstacles dans notre analyse à l'unité du marché, à la liquidité du marché, qui sont la supervision et puis les infrastructures de marché. Quel est votre... Allez, s'il fallait jouer, j'imagine, j'espère que vous n'êtes pas un grand joueur, mais enfin, la probabilité de la réussite de l'UMC, vous diriez quoi? Et à quelle échéance? Moi, je dirais sur les 2 premières actions que j'ai citées, même sur les 3 peut-être, sur ces actions concrètes, le sentiment que j'ai eu en présentant cela aux 27 ministres des Finances, c'est qu'il y avait une véritable envie de faire quelque chose. Oui, mais attendez, l'envie, on ne le fera jamais à 27. Il y a des choses qu'on peut faire à 27. La Commission, par exemple, la Commission européenne apparaît prête à lancer les consultations dans le marché sur ce qu'on propose dans les prochaines semaines. Donc ça, c'est quand même une volonté d'agir très vite, avec l'idée d'avoir une proposition prête avant la fin de cette année pour la nouvelle Commission. Donc moi, je pense qu'un horizon, pour les premières mesures, un horizon d'1 an, 2 ans, c'est assez réaliste. De toute façon, ce produit d'épargne européen, à votre avis, c'est quoi le montant de l'épargne en Europe? Le stock d'épargne, c'est 35 000 milliards d'épargne financière. Oui, c'est pas mal. Vous y croyez à ce produit d'épargne européen? C'est parce que c'est beau dans le décor, mais alors, la réalité... Il y a eu déjà une tentative. C'était tellement réglementé, tellement concentré avec des règles de plafonnement, des rémunérations. Enfin bref, c'était un truc impossible. En plus, les États lui ont pas donné un bon régime fiscal la plupart du temps. Donc ça n'a pas marché. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que chaque État utilise les produits qu'il a ou qu'il souhaite créer, qui correspondent à sa culture, à son habitude. Chez nous, on a le PER, on a le PEA, on a des choses, mais d'autres ont des systèmes d'épargne retraite différents. Mais il faut que ça respecte certains critères. Souvent, ils sont pas assez investis en valeur européenne, ils sont pas assez investis en long terme parce qu'ils sont trop liquides, garantis, et donc à tout moment. Donc ça marche pas, ça finance pas l'économie comme ça devrait. Donc donnons à ces produits qui respecteront quelques critères un label européen. Et que chaque État s'engage à rechercher à développer ce produit. En fait, ça sera juste un label. Et à lui donner, oui, mais avec des engagements forts. C'est une manière de faire évoluer les mentalités. Chaque État dira, sur ce produit qui est labellisé européen, moi je suis engagé à donner le meilleur régime fiscal possible que j'ai. On cherche pas à unifier la fiscalité, ça prendra des années. Mais tout de suite, un État peut dire, dès l'année prochaine, moi je donne à ce produit labellisé le meilleur régime fiscal qui existe chez moi.
Enrico Letta, qui est un habitué aussi de la grande interview, l'ancien Premier ministre italien, enfin président du Conseil, il a remis aussi un rapport pardon, sur cette question. Comment ça s'articule, votre rapport et le sien ? Alors, j'en avais d'ailleurs parlé avec lui avant que l'un et l'autre rapport soient finalisés. Enrico Letta, il avait mandat de couvrir l'ensemble du marché intérieur. Donc il ne parle pas que du système financier, et dans le système financier, il ne parle pas que du marché financier, il parle aussi des banques, des assurances, et il parle d'autres secteurs, les télécoms par exemple, etc. Donc c'est beaucoup plus vaste, comme nous on s'est focalisé sur peu de choses, mais sur les points que nous traitons, et qui traitent beaucoup plus brièvement que nous le faisons, il est très convergent avec ce que nous disons. Je reviens sur un point. Est-ce qu'il y a un consensus au niveau européen, au niveau des ministres des Finances, sur une consolidation européenne des banques ou pas ? Est-ce que vous le ressentez ? Vous avez le droit de dire non, Christian Noyer. Non, je ne pense pas qu'il y ait d'objection. Il y a même des pays qui l'ont souhaité, mais les Allemands, par exemple. Non, parce que les Allemands, ils avaient leur système bancaire est très particulier, parce que c'est des. Oui, mais je peux pas vraiment répondre à la question. Régionales. Oui, mais enfin, ils ont quand même quelques banques qui ne sont pas régionales. Je ne sais pas du tout quelle serait leur réaction, mais comme je l'ai dit, de toute façon, le problème a du mal à se poser parce que les règles sont telles que plus vous grossissez, plus vous avez un durcissement relatif. Oui, c'est ce que vous disiez, bien sûr. Mais si vous avez la volonté au niveau européen de faire une consolidation européenne, après, on peut, comme vous dites, retirer quelques couches pour permettre cette consolidation. Est-ce que vous pensez vraiment, parce que c'était un peu ce qu'expliquait Enrico Letta dans son rapport, si on veut éviter le décrochage européen, on est un tout petit peu dans ce scénario-là, on a besoin de cette union des marchés des capitaux. Emmanuel Macron l'a rappelé, Bruno Le Maire l'a rappelé. Est-ce que vous pensez que ça peut éviter ce décrochage ou c'est pas forcément lié ? Et en quoi ça conduirait à ce décrochage ? Peut-être c'est utile d'avoir quelques chiffres en tête. Je reprends les chiffres de la Commission européenne, mais nous on les a étudiés, on a regardé ça, et au fond on les valide assez largement. Quels sont les besoins de financement que nous avons ? Chaque année, entre maintenant et 2030, en addition par rapport à ce qui aujourd'hui est investi, on a besoin d'investir 700 milliards par an dans l'Union européenne pour la transition énergétique, 100 milliards pour la transition digitale. Et si on veut remonter le potentiel de croissance, il y a d'autres facteurs que l'investissement, mais il nous faudrait sans doute encore 100 à 200 milliards d'investissements. Bref, on n'est pas très loin de 1000 milliards de besoins supplémentaires par an. Et donc ceux-là, il faut les trouver. Ça ne viendra pas des budgets qui n'ont plus la capacité de faire. Donc il faut les piquer sur, si vous me permettez cette expression. Ça ne viendra pas des banques si on ne fait rien, parce que les banques sont au maximum de leur capacité de prêt par rapport à leurs fonds propres, et on ne peut pas lever facilement des fonds propres. Et donc, il faut actionner les marchés de capitaux. On peut les actionner d'ailleurs. On peut directement, c'est-à-dire émettre des actions, des obligations, ou vendre dans le marché des parts de titrisation. On peut aussi se servir de la capacité de financement des marchés pour faire de la place dans le bilan des banques. Par exemple, non seulement aux États-Unis, mais dans d'autres zones géographiques, on se sert beaucoup de la titrisation pour que les banques puissent faire ce qu'on appelle tourner leur bilan, c'est-à-dire qu'elles agrègent des paquets de prêts, elles les vendent à des investisseurs et ensuite elles ont la capacité de faire de nouveaux prêts. Donc, et les ordres de grandeur dont on parle sont des ordres de grandeur qui sont tout à fait compatibles avec ces besoins de financement. C'est-à-dire, c'est quoi les ordres de grandeur ? Les ordres de grandeur sur la titrisation privée, si on revenait à ce qu'était le marché de la titrisation avant la crise financière en Europe, c'est 300 milliards par an. Okay. Si on se mettait au niveau au même pourcentage que les Américains, en dehors même des agences Fannie Mae, Freddie Mac, on serait à 1500 milliards par an. Donc on parle d'ordre de grandeur et une agence comme nous la proposons, ça peut émettre en stock 1500 milliards probablement. Donc on parle de choses. Et ça, cette titrisation, elle serait possible quand ? Parce que finalement, ça a l'air d'être ce qu'il y a de moins compliqué
entre guillemets. Ça serait possible quand? À quelle échéance? Ça peut être possible Quelques mois, à l'échéance de quelques mois, d'un an. Oui, donc, là, pour le coup, c'est rapide. C'est-à-dire qu'il y a deux ou trois choses à faire. Il faut modifier un peu la réglementation des assurances. Et ça, la Commission peut le faire par acte délégué, semble-t-il. C'est bouger un peu Solvency 2. Il faut modifier la réglementation bancaire. Alors là, pour que ça se fasse en moins d'un an et pas en 3 ans ou 4 ans, il faut une procédure accélérée. Mais sur quelque chose de très ciblé comme ça paraît possible. Alors Christian Noyer, j'ai encore deux questions. Il y en a une qui me vient là. Si le 31 mai, le Standard & Poor's abaisse la note de la France, est-ce que ça a un impact important, vous pensez? Vous avez le droit de dire oui ou non, mais vous n'avez pas le droit de dire ni oui ni non. Vous n'êtes plus gouverneur, allez-y. C'est pas quelque chose de fondamental pour les marchés de capitaux. Mais ce serait, je pense, un assez mauvais signe pour l'Europe, parce que ça voudrait dire que une des grandes signatures de l'Union européenne est considérée comme moins bonne. Alors bon, on n'a peut-être pas fait tous les efforts qui auraient été nécessaires. Donc ça compliquerait la donne pour la France peut-être, mais au niveau européen aussi. Oui, je pense que ça complique la donne. On n'a pas besoin de dégradation ni de la France ni d'un autre pays en ce moment. Ouais, ce serait pas forcément très bon pour l'accélération de la croissance en Europe. Oui, du processus sur l'union des marchés des capitaux. Un mot, le comité de Bâle dit qu'attention, il faudra peut-être là aussi modifier les règles, parce qu'il y a tous ces big tech, on le voit bien, on s'en sert tous les jours, big tech qui sont à l'assaut de la finance dite traditionnelle. Et donc il y a plusieurs points, ça peut renforcer la vulnérabilité, il y a aussi des problèmes aussi de réputation. Comment est-ce que vous voyez les choses, vous? Est-ce que ça commence à devenir un souci pour les régulateurs comme vous? Bon, pour l'instant, le rentrer dans le monde de la finance est quand même très faible, mais c'est vrai qu'il y en a qui ont des projets ou des intentions, ou qui semblent avoir des intentions très ambitieuses. Pour moi, le problème est relativement simple. S'ils veulent se lancer dans le monde de la finance, il faut qu'ils appliquent toutes les règles. Oui, mais c'est complètement, c'est de la finance dématérialisée. Oui, mais ça n'a aucune importance. Alors, Big Tech, ça, je veux dire, il y a beaucoup de segments différents, il faut pas tout mélanger. Mais à l'extrême, il y a des choses qui sont absolument invraisemblables. Vous allez sur votre téléphone et vous achetez un crypto, un bitcoin, je sais pas quoi. Personne ne vous demande rien, c'est ultra facile. Ouais. Vous voulez acheter une action, il faut signer 50 papiers extraordinairement longs et compliqués, où on vous dit toutes les 3 lignes, attention, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez acheter un truc très dangereux? Enfin, on vit vraiment chez les fous. Confrontation entre le nouveau monde et l'ancien monde fait qu'aujourd'hui on vit chez les fous, c'est vous qui le dites. Merci Christian Noyer d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à mes questions.